Ça y est, elle est finalement entrée en vigueur, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés au Parlement pendant plus de 2 mois, et après avoir essuyé un passage devant le Conseil constitutionnel, la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement n'est plus un simple projet. Un véritable séisme législatif qui n'a pourtant pas fait la une des journaux. Cette loi, c'est un pas de plus vers l'autoritarisme et le tout sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Cette loi, c'est un nouveau recul pour les droits fondamentaux de la population et une étape supplémentaire vers une société de la surveillance, selon ses détracteurs. Parmi eux, la Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet. Et pour discuter de cette loi, nous recevons justement un de ses juristes, Arthur Messot, bonjour. Alors, je le disais en introduction, cette loi, selon vous, c'est une loi liberticide. Liberticide pour qui et pourquoi ? Alors cette loi, c'est le prolongement de la loi principale qui date de 2015, qui était la loi sur le renseignement, et qui voit aujourd'hui, avec ce nouveau texte, certains de ces éléments qui étaient temporaires être prolongés et devenir définitifs, on reviendra sur lesquels, et aussi certains détails être un peu ajustés. Donc pour parler de la loi d'aujourd'hui, il faut parler de la loi de 2015, pour être clair. Donc à qui cette loi s'en prend ? On a souvent comme ça le réflexe de parler de surveillance généralisée avec l'idée que toute la population va être surveillée. Alors ce n'est pas forcément ça. La conséquence finale, ce n'est pas qu'une grand-mère du 16e ou qu'un grand PDG du 16e soit surveillé. Ça ne risque pas d'arriver parce que l'État, il protège ces personnes-là. Les personnes qui vont être surveillées, c'est souvent les pauvres, les populations pauvres qui, comme d'habitude, sont le sujet des violences policières, les étrangers et les militants. Donc là, nous, en tant que militants, c'est sur ça souvent qu'on met l'accent, que ce soit les militants écologiques, les militants en ZAD, les militants en manifestation. Et concrètement, sur la vie de ces gens, les conséquences, ça va être qu'une fois que leur activité est connue des services de renseignement, ils vont devenir des cibles de harcèlement. Et ce harcèlement, ça va être plein de choses. Ça va être perquisition à domicile le dimanche matin devant les gosses. Ça, c'est des trucs classiques d'harcèlement. Ça va être interdiction de se présenter à la manifestation. Ou alors pendant la manifestation, les militants vont être pris à partie, frappés éventuellement. Tout ce genre de choses-là qui visent à dissuader les oppositions politiques. Donc les services de renseignement, ils ne s'en cachent pas, ils reconnaissent parfaitement qu'ils font des activités politiques, qu'ils font des activités contre certaines parties de la population. Typiquement sur le mouvement des Gilets jaunes, non seulement ils ne s'en cachaient pas, mais en fait ils étaient assez fiers. Ils étaient assez fiers d'avoir réussi à déployer tout un tas d'outils pour permettre au gouvernement de mieux gérer la crise autant que possible. Alors justement, quels sont les nouveaux outils que met en place cette loi pour justement surveiller et harceler ces franges de la population-là ? Alors avant de parler des nouveaux outils, je pense qu'il faut parler de tous les outils, il n'y en a pas énormément. Donc l'outil le plus connu et le plus classique, ça va être l'interception téléphonique. Donc voilà, toi, on t'écoute parler avec tes camarades. Alors quand ce n'est pas l'interception téléphonique, parce que par exemple tu peux chiffrer tes appels, c'est un truc qui arrive, les services ils vont au moins essayer d'accéder aux métadonnées, c'est-à-dire toutes les données qui entourent tes communications. Donc quand est-ce que tu as appelé, qui, à quelle heure, et surtout d'où tu as appelé ou d'où ton téléphone s'est connecté. Ça, il faut savoir que nos téléphones, si tu as un téléphone, j'imagine que tu en as un, smartphone ou pas smartphone, en fait, toute la journée, il va se signaler à des antennes téléphoniques. C'est normal, il en a besoin pour fonctionner. Et tous les opérateurs de téléphonie ont l'obligation de conserver pendant 1 an toutes les informations qui permettent de savoir où tu as borné. C'est ce qui permet à la police de savoir si tu as été à telle manifestation, si tu étais près de telle antenne 5G quand elle a brûlé ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout acquis. On a des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont dit que cette pratique-là en France était illégale, qu'on ne pouvait pas surveiller toute la population pour des fins policières, que c'était excessif. Ça, c'est une décision que nous, à la Quadrature, on a réussi à obtenir. Et au moment de l'appliquer en France, c'est-à-dire cette année, le Conseil d'État a entièrement refusé de se soumettre au droit de l'Union européenne. Elle dit que les outils de surveillance généralisée de la police étaient beaucoup trop importants, beaucoup trop précieux pour se soumettre au droit européen. Et en fait, là, la nouvelle loi qui vient d'être adoptée, qui vient d'entrer en vigueur, elle vient acter ce refus de la France de se soumettre aux exigences du droit européen en matière de protection de la population contre la surveillance de masse. Ça, c'est un premier point sur lequel vraiment cette loi est dramatique. Non seulement on acte une surveillance de masse de géolocalisation, c'est un truc super vénère, en plus on accepte une scission du droit français avec un droit qui est plus protecteur, qui est censé être le droit européen des libertés fondamentales. Donc tout ça par un gouvernement qui se prétend être pro-européen, donc c'est super bizarre. Macron, il est prêt à se fâcher avec l'idéal européen pour servir son objectif sécuritaire. Donc c'est pas rien quand même de renoncer à l'intégration du droit de l'Union pour un libéral comme Macron, c'est pas rien. Mais il préfère ça plutôt que de se fâcher avec la police. Donc ça, voilà, ça c'est tout ce qui est surveillance téléphonique. Après, il y a un type de surveillance qu'on oublie, mais qui est très classique et qui se fait encore aujourd'hui, ça va être la pose de micro ou la pose de caméra. Si tu es soupçonné d'être, mettons,
un membre actif de l'ultra-gauche, hein, dans l'esprit des flics, c'est ça le vocabulaire. Ils peuvent, un jour où tu es en train de travailler, rentrer chez toi, c'est pas très compliqué, rentre par la fenêtre ou par la porte, ils posent un micro et après ils regardent ce que tu fais. Voilà, c'est des Et pratiques. ça arrive sur quelle base? C'est des simples soupçons? C'est Alors, quoi? ouais, je vais revenir à la fin sur toutes les techniques, genre qu'est-ce qui se passe, comment ils mettent en place cette technique, parce qu'il y a aussi une nouveauté sur ça. Donc là, je t'ai dit, ouais, donc écoute téléphonique, écoute des métadonnées, les micros. On va avoir aussi l'analyse des métadonnées qui peut se faire de façon automatisée et à très large échelle. Donc ça, on en reparlera, c'est tout ce qui est les surveillances algorithmiques, on fera un point sur ça. Et le dernier élément qui est carrément dans l'actualité, c'est que les services de renseignement, ils peuvent accéder aux données qu'il y a sur ton téléphone via des logiciels, en installant, en fait, des logiciels espions, typiquement. Donc ça, c'est vraiment l'affaire Pegasus. Il faut voir que ce qu'a fait le Maroc, par exemple, vis-à-vis de certaines militants ou personnes politiques françaises, la France a exactement les mêmes pouvoirs en matière de droit. Ils ont exactement le pouvoir de déployer des logiciels espions sur les téléphones et les ordinateurs de leurs cibles. Et c'est quelque chose qu'ils font, ils sont fiers de le faire. On ne sait pas à quel niveau de technicité ils ont. On ne sait pas s'ils ont des logiciels aussi efficaces ou plus efficaces que Pegasus. On sait si ça se trouve, ils utilisent directement, ils achètent à d'autres boîtes israéliennes des logiciels tout faits, on ne sait pas. Ça, c'est sur les techniques. On ne peut pas faire pire. On peut imaginer des techniques qui seraient plus invasives, mais non, en fait, on n'en trouve pas vraiment. Comment ces techniques sont déployées? On n'est pas dans un cadre judiciaire. Il faut voir, ce n'est pas du tout la police. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de procureur. C'est l'administration elle-même qui, en fait, cherche des menaces. En gros, il y a toujours l'idée que va apparaître une menace politique ou une menace terroriste, qu'il faut la trouver avant qu'elle se manifeste. Et après, il faut aussi suivre les personnes qui sont déjà identifiées pour voir si elles ne sont pas en train de préparer un coup dangereux. Ça, c'est purement l'administration qui décide elle-même que c'est pertinent à faire. C'est eux qui orientent leur activité. Et la seule autorité qui va les autoriser ou interdire les services de renseignement de déployer une technique, c'est le Premier ministre. Pendant une certaine époque, avant 2015, on va dire, ou encore avant, c'était un peu la pagaille. Et en gros, autour de 2015, il a été question de tout réorganiser pour que ce soit bien le Premier ministre qui garde un contrôle sur les services de renseignement et éviter d'avoir un État dans l'État, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le Premier ministre. Donc ça reste aux mains de l'exécutif quand même. C'est l'exécutif, à aucun moment il est question d'avoir des contre-pouvoirs sérieux, etc. C'est l'appareil d'État dans tout ce qu'il a de plus autoritaire et arbitraire. Nous, évidemment, pendant longtemps, on disait que ça serait bien qu'il y ait un juge quand même dans l'affaire, un juge qui au moins vérifie que la mesure qui va être mise en œuvre n'a pas juste pour but de s'en prendre à un opposant politique sans aucune autre raison que de défendre les personnes au pouvoir. C'est classique. Il y a des pays où il y a des juges, il y a des pays où les juges encadrent les services de renseignement. Ce n'est pas une solution parfaite du tout, parce que les juges aussi peuvent être mis dans un secret tel qu'en fait, ils ne représentent plus un contre-pouvoir. Mais bon, en tout cas, en France, on n'a même pas de juge. La seule autorité qu'on a qui se fait vaguement office de vigie, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, qui a été créée en 2015 dans sa forme actuelle. C'est un peu des experts du renseignement. Ils ne font pas partie des services de renseignement. Il y a des techniciens, des gens, on les croise souvent, ces gens. Ce n'est pas la pire des espèces, c'est des gens voilà, sérieux. Mais eux, tout ce qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont être informés du fait qu'une mesure de renseignement est mise en œuvre. Ils ne vont pas pouvoir s'y opposer formellement, ils vont pouvoir émettre des réserves, dire à mon avis ce que vous faites c'est illégal. Et tout ce qu'ils vont pouvoir faire si vraiment il y a un problème, c'est saisir le Conseil d'État. Et il n'y a que le Conseil d'État qui aura le pouvoir de mettre fin à la mesure. Bon, ça ne nous satisfait pas du tout comme situation, parce que d'abord c'est beaucoup trop mou, ça ne devrait pas être le Premier ministre qui donne l'autorisation, mais directement une autorité indépendante. Et aussi parce que le Conseil d'État, nous on connaît très bien cette institution, on va très très souvent devant le Conseil d'État pour contester des décrets ou d'autres actes. Et nous on n'a pas du tout confiance dans son indépendance, idéologique en tout cas. Idéologiquement, le Conseil d'État a toujours, sur nos affaires, favorisé des perspectives autoritaires et parfois en niant le droit qui devrait s'appliquer, typiquement, mais c'est le Conseil d'État qui a refusé d'appliquer le droit de l'Union européenne et du coup pour défendre la police. Du coup, voilà, le seul contre-pouvoir qui s'oppose au service de renseignement, c'est le Conseil d'État, qui déjà n'est pas très indépendant d'un point de vue structurel. Les conseils d'État, ils travaillent pour le gouvernement à plein d'occasions. Culturellement, c'est exactement les mêmes milieux que les gens qui vont diriger les services de renseignement. Et en pratique, on voit qu'idéologiquement, ça ne va pas. Du coup, nous, on avait aussi obtenu auprès de la Cour de justice de l'Union européenne que tout ce système de contrôle-là devait changer entièrement et qu'on devait avoir une autorité qui soit vraiment indépendante, par exemple la CNCTR dont je parlais, que ce soit elle qui ait le pouvoir de contraindre. C'est elle qui peut dire, qui peut mettre fin directement aux opérations de renseignement qui seraient illégales ou excessives. Bon, mais ça, encore une fois, le Conseil d'État nous a dit non, on ne veut pas, on refuse de se soumettre au droit européen. Et pareil, la loi là, qui vient d'entrer en vigueur acte ce refus de se soumettre à l'Union européenne. Et on a un texte qui vient d'être adopté, qui est en contrariété avec le droit de l'Union et qui permet en fait aux services de renseignement, en pratique, de faire presque tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Il n'y a vraiment que les trucs vraiment absurdes. On peut imaginer que là, pourrait y avoir un mécanisme de contre-pouvoir, genre si
Si Macron voulait surveiller Mélenchon H24 et mettre une caméra dans sa salle de bain, là on imagine que le système de contre-pouvoir marcherait à peu près. Mais par contre, tout ce qui va être surveillance de militants, de ZAD, etc., ça, franchement, on a très peu confiance dans le système actuel pour l'empêcher. Alors justement, pour revenir à la loi concrètement qui vient d'entrer en vigueur, parce que du coup c'est un peu ça le sujet, quels sont les dispositifs concrets de surveillance qu'elle contient? On a, je parlais tout à l'heure, on va revenir dessus, il y a la surveillance algorithmique. Donc l'idée en tout cas en 2015, c'était on va mettre sur une partie du réseau Internet français une machine qui va se brancher, qui va regarder tout le trafic qui passe et qui va essayer de détecter des comportements typiques de ce que serait une menace terroriste. Alors les algorithmes, c'est limité aux menaces terroristes. Il faut voir que le terrorisme, c'est une définition qui est très très large. C'est pas que tuer des gens, c'est pas que menacer de tuer des gens. Tout ce qui va être destruction matérielle avec des conséquences importantes et à vue politique, ça rentre dans la définition de terrorisme. Donc typiquement tout ce qui va être, enfin d'après moi, tout ce qui va être sabotage d'antennes 5G, tout ce qui va être sabotage de lignes de train, des choses comme ça. Enfin, même s'il est question de ne tuer personne et de mettre personne en danger, si ça a des dégâts importants, c'est terrorisme. Donc bref, petit aparté sur la notion de terrorisme. Donc cet algorithme-là, il va regarder tout ce qui se passe et essayer de détecter automatiquement des comportements. Ça, il faut voir que c'est un travail qui ne pourrait pas être fait par un humain. Surveiller tout le trafic à Internet ou tout le trafic d'une ville, des humains ne peuvent pas le faire, il y a beaucoup trop d'informations qui passent. Et c'est là ce qui est intéressant de voir le rôle que joue la technique, souvent en matière de police, c'est que la technique permet de réaliser une quantité de travail extrêmement important qui n'aurait jamais pu être réalisé par des humains. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'avant, quand les services de renseignement, au siècle précédent, ils étaient limités matériellement par le nombre d'agents qu'ils avaient, mais cette limitation matérielle, aujourd'hui, elle saute avec les robots et l'automatisation. Donc ça, c'est en 2015 que cette surveillance-là est permise, mais elle est permise à titre expérimental parce qu'en fait, on ne sait pas si ça va marcher et on ne sait pas si ça aura des conséquences trop graves sur les libertés des personnes, donc on fait à titre expérimental. Ça, c'est la magouille habituelle pour faire un truc sans trop se faire taper sur les doigts. Donc évidemment, l'expérimentation a été renouvelée à chaque fois d'1 an ou 2 ans. Et là, donc la loi qui vient d'entrer en vigueur a inscrit dans le droit définitif cette expérimentation qui n'est plus une expérimentation. Bon, non seulement elle fait ça, elle fait 2 autres choses. Jusqu'à présent, l'algorithme il était juste censé observer les métadonnées, c'est-à-dire qui parle à qui, quand, mais pas tellement s'intéresser au contenu des messages. Donc maintenant, l'algorithme va pouvoir aussi s'intéresser au contenu des messages. Pas tout le contenu, mais ce qu'il va regarder, c'est l'adresse URL que vous consultez sur Internet. Typiquement, il veut voir à quelle fréquence vous allez consulter tel ou tel type de vidéo. Mettons qu'il y a une vidéo qui est identifiée comme inquiétante, par exemple une vidéo qui vous apprend à faire des cocktails Molotov. Il ne doit pas y en avoir beaucoup sur YouTube, mais peut-être qu'il y en a. Et en gros, ils se disent, si quelqu'un regarde cette vidéo une fois par mois, bah, peut-être que ce serait intéressant d'aller surveiller cette personne. Bon, mais ça, typiquement, c'est quelque chose qu'ils souhaitent pouvoir faire désormais en regardant le contenu des communications, donc quelle est l'adresse visitée et pas juste les métadonnées. Et la deuxième évolution qui est super inquiétante et qui est assez unique à mon avis en Europe, c'est que désormais, les robots, les machines des services de renseignement, ils ne seront plus posés directement au cœur du réseau, ce qui était fait jusqu'à présent. Je pense que c'était un peu chiant techniquement, genre c'était un peu cher ou je sais pas. Maintenant, ce qu'ils vont demander, c'est aux opérateurs de communication, genre à Orange, Free, Bouygues, SFR, ils vont leur demander de dupliquer le trafic et de l'envoyer dans les locaux des services de renseignement. Donc maintenant, on va avoir potentiellement tout le trafic Internet français ou une part considérable qui va être dupliqué et mis dans les locaux des services de renseignement. Ça veut dire que là, on n'aura matériellement plus aucun contre-pouvoir, plus aucun frein à ce que les services de renseignement, une fois qu'ils ont devant eux, qu'ils ont tous les communications, il n'y a plus rien qui peut les empêcher techniquement de faire ce qu'ils veulent, de faire la surveillance vraiment de masse super vénère. Et même Alors pas que, de rester dans le périmètre, même celui qui oui, est défini sortir complètement du terrorisme. En fait, une fois qu'ils sont dans leur coin tranquille, avec, dans leur bunker, quoi, plus personne ne peut vérifier ce qu'ils font, plus personne ne peut vérifier qu'ils n'abusent pas. Alors qu'il faut voir dans le système avant, qu'il y avait en 2015, mine de rien, les agents de Orange, quand ils passaient dans les couloirs, quand ils regardaient les machines des services de renseignement, on imagine que s'ils voyaient un monstre se créer, ils pouvaient lancer des fuites, ils pouvaient prévenir la presse, etc. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Maintenant, on a tout le service, tout le réseau français qui va être dupliqué dans un bunker où on ne saura jamais ce qui se passe. Depuis le début de l'interview, on parle quand même pas mal de la loi de 2015, parce qu'il faut savoir qu'en fait, cette loi renseignement, c'est un concentré de mesures qui existait déjà donc, dans la loi renseignement de 2015 et dans la loi SILT de 2017, qui est donc un acronyme qui signifie sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Donc ces 2 lois, elles sont aujourd'hui pérennisées en fait par cette nouvelle loi qui vient, donc, puisque les mesures sinon allaient arrêter d'être mises en place. Est-ce que ça, c'est le fameux état d'urgence permanent dont on entend souvent parler? Ouais, carrément. Alors cet état d'urgence permanent, il a eu une nouvelle définition que je trouve qui est très évocatrice. Donc c'est dans le cadre de nos différents procès contre les services de renseignement. Donc je te dis, à la fin, on arrive devant le Conseil d'État pour appliquer le droit européen. Alors ce que le droit européen dit,
c'est vous ne pouvez déployer certaines mesures de surveillance, par exemple l'algorithme dont j'ai parlé, ou la conservation pendant 1 an des métadonnées. Donc le droit européen dit ça, ce n'est possible qu'en période de menace imminente et concrète sur la sécurité nationale. C'est une sorte de synonyme d'état d'urgence. En droit européen, la notion d'état d'urgence, elle n'existe pas, mais bon, le synonyme, ça serait menace grave et concrète sur la sécurité nationale. Ok. Le problème, c'est que ça fait chez les flics, parce que les flics, eux, ils veulent pouvoir, enfin les flics et les services de renseignement, ils veulent pouvoir utiliser leurs outils tout le temps. Ils ne veulent pas que en 2016 jusqu'à 2017, on peut surveiller tout le monde. Par contre, qu'en 2018, on puisse pas. Ça, ils n'arriveraient pas à travailler comme ça. Du coup, ce qu'ils ont demandé de faire au Conseil d'État, et que le Conseil d'État a accepté, c'est de requalifier la notion de sécurité nationale en quelque chose de complètement surprenant et délirant. Avant, la notion de sécurité nationale était assez floue, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Maintenant, elle est concrète, donc ça va couvrir non seulement tout ce qui est atteinte à l'armée, atteinte au territoire, bon, normal, pas surprenant, tout ce qui est attaque terrorisme sur des gens, ok, ça c'est pas surprenant, mais en plus maintenant on a tout ce qui est ingérence étrangère en matière économique. Donc défendre les entreprises françaises, et pas forcément les entreprises françaises militaires, hein, n'importe quelle entreprise, genre Areva, Peugeot, que sais-je, voilà, n'importe quelle entreprise, on va considérer que sa sécurité, ou en tout cas son bien-être économique, c'est la sécurité nationale. On va aussi avoir tout ce qui est défense des traités internationaux, enfin c'est vraiment ça, hein, les concepts ultra vagues, tu peux mettre ce que tu veux dedans, et on va avoir, moi, un truc que je trouve qui est vraiment choquant, tout ce qui est lutte contre, alors le terme c'est les violences collectives contre les principes de la République, c'est pas ça exactement, mais bon, violences collectives. Et alors ça, derrière ce terme-là, on a en fait, concrètement, ce qui a été listé, c'est des infractions type manifestation non déclarée, manifestation mal déclarée ou interdite, ou refus de se disperser en manifestation. Donc en fait, tout ce qui va être autour des attroupements, en fait, qui vont être considérés comme faisant partie de la sécurité nationale. Donc en fait, la notion de sécurité nationale a été étendue à tout ce qui intéresse, à tout ce qui inquiète l'État, à plein de choses qui ne sont même pas des délits. Hein. La surveillance économique, ce n'est pas des problèmes de délit, tout ça, qui ne sont pas des infractions du tout. Et en ayant étendu à ce point-là, le Conseil d'État a dit, ben maintenant qu'on a cette définition très large, je considère, et je le dis, que depuis 2015 jusqu'à 2021, enfin depuis 2015 parce que c'est ça la date clé, mais en fait depuis encore avant, la France a confronté une menace à la sécurité nationale constante. Parce qu'effectivement, quand la sécurité nationale est définie si largement, oui, la menace, elle est constante. Et cette menace-là est encore aujourd'hui, elle se perpétuera encore un moment, on imagine pour toujours. Et en fait, là, très concrètement, on a une description juridique de qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence permanent. C'est de considérer que n'importe quelle atteinte aux intérêts de l'État, c'est-à-dire État/capitalisme, n'importe quelle atteinte est une menace qui justifie d'être dans l'urgence. Et cette menace-là est constante, vu que le capitalisme et l'État autoritaire est toujours en situation de vouloir avoir plus de pouvoir et a toujours face à lui des militants qui vont l'attaquer ou le critiquer. Et du coup, voilà, on a vraiment une décision qui dit dans un état d'urgence, pas un état d'urgence, mais en tout cas une crise permanente qui justifie de mettre entre parenthèses certaines libertés. Alors cette parenthèse, elle est infinie en fait. On a un peu parlé, donc cette loi elle contient beaucoup de mesures liberticides, donc c'est des mesures qui remontent à 2015. Est-ce que vous avez des exemples en fait concrets d'utilisation de ces mesures dans le passé contre des groupes de personnes ou des personnes Alors des exemples concrets d'attaques, on n'en a pas beaucoup parce que les services de renseignement ils cachent, hein, c'est le but, c'est de ne pas savoir qu'on est attaqué. Par contre, si on veut un peu rebondir sur l'actualité et voir qu'est-ce que pourrait être une attaque, on a une attaque connue qui n'est pas de la France, hein, mais qui va être Pegasus. Typiquement, Pegasus, tout le monde est choqué de voir qu'un État utilise un logiciel, donc Pegasus, qui permet d'exploiter des failles de sécurité pour s'introduire sur des téléphones de militants, de journalistes, de personnalités politiques. Il faut voir que ça, en France, on a tout à fait, les services d'enseignement, ils ont tout à fait le droit de faire ça. Ils peuvent développer exactement le même logiciel, ils peuvent l'utiliser de la même façon, avec aucun contre-pouvoir pour empêcher que ce soit utilisé de façon abusive. Donc même si Pegasus, ce n'est pas un exemple français, hein, ça met le doigt exactement sur ce que pourrait faire la France. S'il faut, ils font pareil, s'il faut, ils font pire, ils font moins grave. Mais voilà, concrètement, c'est ça. Et alors, en pratique, ça veut dire que vous êtes en train de discuter sur votre téléphone avec un camarade pour préparer une manifestation. Vous avez prévu de déployer une grande banderole avec Macron, un personnage de Macron qui brûle. Bon, les services de renseignement, ils n'aiment pas du tout les effigies de Macron qui brûlent, ça leur plaît pas. Et pendant que vous discutez de l'effigie et de comment la faire brûler avec votre camarade sur Signal, vous pensez que vous êtes protégé parce que Signal c'est chiffré, votre téléphone il est chiffré, et en fait pas du tout. En fait, les services de renseignement français ont réussi à déployer via une faille de sécurité du logiciel qui font qu'ils accèdent en temps réel au message qui est affiché sur votre écran. En fait, ils voient la même chose que vous sur votre écran, mais sur leur ordinateur à eux, et tout ce que vous êtes en train de dire en fait est connu des services, et ça va leur permettre de venir chez vous la veille de la manif, vous arrêter ou perquisitionner l'effigie en cause.
Cette loi renseignement, c'est pas la seule loi cette année qui a fait débat sur le thème de la surveillance. Je pense notamment à la loi sécurité globale qui voulait donc renforcer entre autres l'utilisation des drones. Là aussi, vous avez l'impression qu'il y a un contexte en fait politique global qui est propice à la réduction des droits fondamentaux des citoyens. Le contexte actuel, il est très dur en termes de lutte contre les poussées autoritaires, mais il n'est pas surprenant. Il n'est pas du tout surprenant. Enfin, c'est vraiment la logique qui a commencé au moins en 2015 en matière en tout cas de surveillance. On a de plus en plus de lois sécuritaires et chaque loi sécuritaire va rendre dans le débat public normal l'idée que l'État devienne de plus en plus autoritaire. Et plus le débat public, plus l'ambiance est à normaliser ce genre de pratique, et plus le gouvernement est chaud et se sent capable et se dit je vais faire de nouvelles lois vu que la dernière est plutôt bien passée. Et en fait, mécaniquement, ce système-là de normaliser l'autoritarisme fait que le gouvernement ne va pas se priver de faire de plus en plus de lois. Et c'est ce qu'on voit en fait entre 2015 et 2021. En 2015, on a une loi renseignement qui est adoptée. Il y a des mois et des mois de débat, autant au Parlement que dans les journaux, et ça dure. Et franchement, le débat, on le perd. Hein. La lutte, on la perd, mais avec une bataille qui était super cool. Là, en 2021, on a 4 textes. La loi dont on a parlé aujourd'hui, donc loi renseignement terroriste. On a la loi sécurité globale qui a fait du bruit, mais grâce juste à un seul article, qui était l'article sur le floutage des visages de policiers. Oui, on a la loi a pris beaucoup plus de place dans les débats que les articles sur la surveillance par drone. Après, on a la loi séparatisme, donc valeurs de la République, qui est ultra violente aussi en matière sécuritaire. Et là, on a une nouvelle loi, mais à mon avis, personne ne va en parler, qui est une loi sécurité intérieure qui va réintroduire les drones qui ont été censurés dans la loi sécurité globale. Donc on a 4 lois et personne n'en parle. Et pourquoi personne n'en parle? Parce que en fait, la loi de 2015 a découragé plein de gens, les journalistes ont eu l'impression d'avoir fait le truc, et Macron, il n'aura aucune raison de se priver de faire 4 lois. Vu que personne n'en parle, bien sûr, il a les mains libres, qu'il y aille. Donc évidemment que la crise sanitaire, ça arrange un peu les choses, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos du fait que les gens ont peur du virus et du coup ne voient pas les choses à côté. Il faut vraiment voir que le gouvernement, la droite, l'extrême droite, tous à peu près dans la même logique, ont réussi à installer dans le débat public des idées qui, il y a 20 ans, n'étaient pas du tout admises, qui est la surveillance de masse en fait. Et que maintenant, évidemment, que ce soit les néolibéraux ou l'extrême droite, qui pour le coup ont la même stratégie, ils vont pousser autant qu'ils peuvent pour réduire la liberté, pour empêcher tout mouvement qui viendrait limiter, que ce soit la destruction des acquis sociaux ou la mise en place d'un gouvernement autoritaire. Merci Arthur Messot d'être venu donc, sur le plateau du Média TV pour nous parler un peu des dessous de cette loi renseignement. Et je le rappelle, donc, vous êtes juriste à la Quadrature du Net. Merci. Avec plaisir.